Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Avant de devenir scénariste et réalisateur, vous avez appris votre métier en coulisses. Pendant la préparation et le tournage d'un film culte, Le Cercle Rouge, vous en avez vu justement de toutes les couleurs. Vous le racontez aujourd'hui dans un livre. Bonjour Bernard Stora. Bonjour Jacques. Alors, je vous avais accueilli pour parler de votre parcours voici quelques temps dans Les clés d'une vie. Mais là, vous publiez un livre dans Le Cercle Rouge, en hommage au film de Jean-Pierre Melville. Et vous racontez ça au jour le jour. On va en parler parce que ce livre est important chez De Noël et que c'est vraiment un récit à part d'un film culte. Et le principe des clés d'une vie, vous le savez, c'est d'évoquer aussi le parcours à travers des dates cultes et des dates clés. Et la première date que j'ai trouvée se rapporte au metteur en scène Jean-Pierre Melville, justement, qui est le 9 juin 1933. C'est la sortie d'un film culte qui s'appelle Cavalcade de Frank Lloyd. Et je crois que ce film a été très important dans la vie de Jean-Pierre Melville. Oui, c'est ce que on m'a dit. Il ne m'en a curieusement jamais parlé de ce film-là. Il m'a parlé d'autres films, mais de celui-là pas. Et je sais, j'ai lu plusieurs fois en effet que c'était le film qui l'avait amené au cinéma. En fait, c'est une chronique qui retrace la vie d'une famille bourgeoise londonienne au temps du naufrage du Titanic, de mort de la reine Victoria et de la Première Guerre mondiale. Pourquoi ça l'a influencé? On ne sait pas. Alors ça, je ne peux pas vous dire, mais peut-être parce qu'il était lui-même d'une famille bourgeoise à Paris et qu'il connaissait ce milieu, j'imagine. Alors, avant de parler du Cercle Rouge, donc dont vous avez été l'assistant, on va revenir un peu sur Jean-Pierre Melville, car on connaît son nom, mais pas forcément son parcours, Bernard Stora. Et oui, bien sûr. Alors c'est quelqu'un qui a été très très important, très tôt après-guerre dans le cinéma français parce que ses méthodes de tournage étaient très très originales. Voilà, les premiers films qu'il a tournés, d'abord c'était d'après un roman qui était très important à la Libération, qui était Le Silence de la mer de Vercors. Et donc, il a adapté ce livre. Sans demander l'autorisation de Vercors. Sans demander l'autorisation. Enfin, c'était très compliqué. Voilà, donc il avait déjà des manières de franc-tireur. Et c'est vrai qu'on dit aujourd'hui qu'il a été l'un des pionniers de l'avant-nouvelle vague, Jean-Pierre Melville. Ah, tout à fait, tout à fait. Vous savez, quand on voit ses premiers films, on est stupéfait de voir à quel point ils sont nouveaux, ils sont originaux, ils tranchent totalement avec le cinéma de cette époque. Alors, il se trouve qu'on connaît l'image de Jean-Pierre Melville avec son chapeau et ses lunettes et ses bottes, mais on va en parler tout à l'heure. Mais surtout, la découverte du cinéma, je crois que Jean-Pierre Melville, c'est à 6 ans, dans une brasserie qui s'appelle la Grande Taverne. C'est ce qu'il dit, oui, c'est très très joli comme souvenir. Et il raconte beaucoup de choses très curieuses. Vous savez, il avait une gouvernante, lui-même étant d'origine juive. Il s'appelait Grimbach de son vrai nom. Voilà, tout à fait. Et il avait une gouvernante qui était très très catholique, très pratiquante et qui l'amenait à la messe. Et il raconte, vrai ou pas, mais c'est une histoire merveilleuse, que la première fois qu'il est allé au cinéma, il cherchait le bénitier en rentrant dans le cinéma. Ça lui a donné le sentiment de rentrer dans une église. Il se trouve que Jean-Pierre Melville est un metteur en scène qui a débuté très jeune, puisque je crois que ses parents lui ont offert une caméra Pathé Baby. À l'époque, c'était le joyau pour les jeunes. Mais évidemment, c'était une chose tout à fait rare. Aujourd'hui, tout le monde a une caméra dans la poche avec son téléphone portable, mais évidemment, à cette époque, c'était tout à fait différent. C'était une petite caméra où il y avait quelques images qu'on pouvait tourner. Oui, c'est ça. Oui, c'était une caméra amateur, petit format. Je ne sais pas quelle a été la durée des bobines, mais ça devait. Environ. Voilà, c'est ça. C'était tout à fait des choses, mais qui paraissaient miraculeuses, totalement extraordinaires. Et il y a un autre metteur en scène très connu qui a débuté de la même façon, c'est Jacques Demy, qui à 13 ans, à Nantes, a eu sa première caméra Pathé Baby. Absolument, oui. Alors, l'image qu'on conserve effectivement de Jean-Pierre Melville, et quand on voit les photos, c'est ce Stetson à large bord, ce chapeau de cow-boy. C'était un déguisement, à vrai dire. Vous savez, il s'était trouvé un déguisement, c'était génial, c'était ce Stetson, c'était des costumes qui étaient toujours la même couleur, c'était des lunettes noires, et des lunettes noires qu'il portait en permanence, y compris la nuit. Et pourquoi ? Mais alors... Bon, les mauvaises langues disent que c'est parce qu'il était myope et que ça lui permettait de dissimuler. Il n'aurait pas voulu porter des lunettes, de vraies lunettes, qu'il aurait dénoncé, somme toute, qui aurait dit, voilà.
Je ne sais pas si c'est vrai, je ne l'ai jamais su et j'ai jamais eu la curiosité d'essayer ses propres lunettes, je dois dire. Il faut dire que le Stetson, bon, c'est un chapeau à large bord. On dit que c'est un chapeau de cow-boy. On appelle c'est comme réfrigérateur et frigidaire. C'est-à-dire que le mot Stetson, c'est le premier chapeau qui a été inventé en 65 et qui est devenu un nom commun. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, il se trouve qu'il s'appelle Melville parce que je crois qu'il est entré en résistance, Bernard Stora. Oui, c'était une période extrêmement importante de sa vie. Son frère était résistant, il est mort dans des circonstances absolument tragiques en essayant de franchir la frontière espagnole pour rejoindre De Gaulle à Londres. Je parle de son frère. Et ça l'a marqué pour la vie. Donc tout ce qui touchait à la guerre et à la résistance au général de Gaulle, avait une énorme importance pour lui. Et son meilleur ami était le colonel Passy, qui était responsable des services de renseignement à Londres pendant la guerre. Oui, qui a toujours assisté au tournage de ses films. Tout à fait, oui, il était là. Et il se trouve donc que Jean-Pierre Melville, on ne le sait pas, arrive à Londres en 1942 et il prend ce pseudonyme en hommage à l'auteur de Moby Dick, Herman Melville. Oui. Pourquoi ? Parce que c'était une de ses grandes admirations, les livres de sa jeunesse, les livres qu'on n'oublie jamais. Oui, d'autant plus que Moby Dick est un succès mondial, mais que ce succès est né après la mort de l'auteur. Il n'a pas connu le succès de son vivant. Le livre a été un échec lorsqu'il est sorti. Ah ben là, vous m'apprenez quelque chose, vous voyez. Et Jean-Pierre Melville a également participé au débarquement en Provence en août 1944. Oui, il a participé à la campagne d'Italie et il dit, mais là encore, c'était très difficile avec Melville de faire la part entre la légende qu'il inventait, les choses qui étaient vraies, c'était intimement mêlé. Mais il dit que c'est la nuit qui a précédé la bataille de Monte Cassino, qui a été très importante. Pour la prise de Rome ? Voilà, absolument, et que c'est là qu'il a pris la décision, s'il en réchappait, de faire du cinéma et de créer ses propres studios. Et il a créé des studios dans un hangar rue Jenner à Paris. Voilà, que j'ai connu, mais que j'ai connu après l'incendie de ces studios dramatiques, au tout début d'ailleurs du tournage du Samouraï. Oui, parce qu'en fait, il vivait pratiquement pour le cinéma et dans ses studios, Jean-Pierre Melville. Son appartement était au-dessus d'ailleurs, donc lorsque j'ai connu, le studio était en reconstruction, c'était un chantier, et Melville n'était pas un homme fortuné, donc il faisait avancer les travaux au fur et à mesure des rentrées d'argent. Et en effet, son appartement était au-dessus des studios, ce qui lui permettait, lui qui vivait la nuit, de descendre en robe de chambre sur le plateau pour préparer son découpage, les éclairages, puisqu'il était sensible. Il disait toujours qu'il pouvait tout faire sur un plateau, qu'il pouvait remplir tous les postes. Et il y avait un petit studio d'enregistrement à l'époque, dans les années 50, et c'est là que Barbara a enregistré un de ses premiers disques qui s'appelle La chanteuse de minuit. Alors ça, c'est on voit le spécialiste du music-hall avec ses souvenirs inépuisables. Alors, il se trouve que sa participation à la France libre a donné entre autres naissance à un film culte. L'Armée des Ombres. C'est vrai que ce film, aujourd'hui, passe régulièrement à la télévision. C'est adapté d'un roman de Joseph Kessel. Je crois que c'est le général de Gaulle qui avait commandé pratiquement ce roman à Joseph Kessel. Et ça a été un film très important dans la vie et dans le parcours de Jean-Pierre Melville, Bernard Stora. Oui, et c'est un véritable chef-d'œuvre. C'est plus qu'un chef-d'œuvre. À mon avis, c'est un chef-d'œuvre universel. Peu de films peuvent accéder à cette qualité universelle, vous voyez, qu'il parle à tout le monde, à toutes les civilisations, à toutes les cultures. C'est un immense film pour lequel j'ai beaucoup de respect et d'admiration. En gros, c'est l'un des premiers films à l'époque sur la vie des Français pendant l'occupation. Oui, et c'est un film pendant lequel on a froid, on a ce sentiment de solitude, d'inquiétude, on ressent véritablement... Moi, je suis né pendant la guerre, je n'ai pas vraiment de souvenirs de la guerre, j'ai des souvenirs d'après-guerre, mais je pense que c'était l'atmosphère de la vie en France était telle que Melville l'a admirablement rendue. Oui, et c'est la première fois depuis la fin de la guerre qu'on voit un soldat allemand sur les Champs-Élysées pour le tournage du film. Oui, tout à fait. Ça n'a pas été simple. Il y a une légende qui fait qu'il a tourné ça sans l'accord du gouvernement alors qu'il a eu l'accord des pouvoirs publics. Mais bien sûr, ça fait partie de la légende. Tout est mêlé, vous savez. Et votre rencontre avec Jean-Pierre Melville, Bernard Stora, se déroule justement pendant le montage de ce film, L'Armée des Ombres.
Oui, plutôt pendant les doublages de l'Armée des Ombres. Je n'arrive pas à déterminer exactement à quel stade, parce qu'en réalité, le film était sorti quelques mois plus tôt. Je pense que c'était des doublages je ne sais pas, c'était sans doute la version anglaise, je n'en suis pas sûr. Quoi qu'il en soit, c'est effectivement pendant ces doublages, dans le noir quasiment, puisqu'on travaille, vous savez, les acteurs sont devant un écran où défilent les boucles qu'ils doivent doubler dans les langues, dans les diverses langues. Et je me souviens encore de cette silhouette debout dans la pénombre qui était très impressionnante. C'est ma première rencontre avec Jean-Pierre Melville. En fait, il cherchait un assistant et grâce à un ami, vous avez été mis sur la piste. C'est-à-dire, vous savez, c'est un peu... c'est un peu comme lorsqu'on a une fuite chez soi et qu'on cherche un plombier. Alors donc on se renseigne auprès des voisins en disant est-ce que tu connais un bon plombier? Alors c'est pas Melville qui a cherché le bon plombier, en l'occurrence le bon assistant, mais le producteur et le directeur de production qui se sont dit qui on va lui mettre entre les pattes, qui va dompter le monstre, ou en tout cas le supporter, voilà. Et j'avais une petite réputation, disons, et c'est sur moi que c'est tombé. Et votre première rencontre, votre premier dialogue a été extrêmement court, Bernard Stora. Ah, il a été très court, oui. Melville m'a dit, mais Monsieur Stora, on ne devient pas comme ça l'assistant de Jean-Pierre Melville. Donc j'avais déjà une idée de qui était le personnage et de quelle hauteur il parlait. Voilà. Alors je me suis dit en sortant, je ne crois pas que je ferai ce film. Et finalement, voyez-vous, j'ai eu ce poste que je convoitais. J'étais très impressionné par Jean-Pierre Melville. J'aimais beaucoup ses films. Et donc, c'était pour moi une occasion à la fois professionnelle, mais aussi par rapport à mon amour du cinéma. Et votre amour du cinéma, avec une autre fonction d'assistant, eh bien, on va l'évoquer à travers une autre date, le 1er mars 1968. À tout de suite sur Sud Radio avec Bernard Stora. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Bernard Stora, réalisateur, romancier, scénariste et en même temps biographe entre guillemets de Jean-Pierre Melville à travers ce livre Dans le Cercle Rouge chez De Noël, où vous racontez les coulisses d'un film qu'on va évoquer tout à l'heure, le premier film de Jean-Pierre Melville où vous avez été l'assistant de Jean-Pierre Melville, et d'ailleurs le seul film de Jean-Pierre Melville où vous avez été assistant. Alors ça c'est pour tout à l'heure, mais votre parcours aussi, on peut l'évoquer à travers une autre date qui a un lien avec ce film. Le 1er mars 1968 est sorti ce film. Les Craques, un film d'Alex Joffé. Il se trouve que Bourvil est la tête d'affiche de ce film selon Jules Duroc, et que ce film, vous avez aussi participé à son tournage, Bernard Stora. Tout à fait, j'étais deuxième assistant. C'était l'un des premiers longs métrages auxquels j'ai participé, avec Alex Joffé, qui était un metteur en scène en vogue à l'époque, qui faisait surtout des comédies, mais pas seulement, et qui avait d'ailleurs déjà tourné avec Bourvil des films qui étaient aussi des films dramatiques. Bourvil, on ne le sait pas suffisamment, était, avant Le Cercle Rouge, était déjà un acteur qui excellait également dans des rôles généralement de français moyen, voilà, avec un personnage un petit peu battu par les événements. Et dans Les Craques, par contre, il retrouvait son personnage comique, et le film était très drôle d'ailleurs, il était très réussi. En fait, c'était un inventeur endetté qui échappait à un huissier tenace qui était joué par Robert Hirsch. Voilà, c'était une course-poursuite, c'était dans l'idée des producteurs, ça marchait sur les traces de La Grande Vadrouille, qui était le grand succès de l'époque. Oui, et d'ailleurs, les acteurs grimpaient avec des vélos d'époque, l'école, pour tourner ce film, et ils passaient leur temps à parier l'apéritif sur qui gagnerait à 300 mètres. Oui, c'est tout à fait vrai. Alors, vous savez, c'est un phénomène qui est très marrant dans les films, quand il y a des figurants et quand ces figurants sont, par exemple, dans des armées adverses sont adverses dans le scénario. Généralement, ça se retrouve sur le plateau. Et là, quand il y a une équipe, il y avait plusieurs équipes dans cette course cycliste qui se passait dans les années 1900, et il y avait une animosité entre les coureurs italiens, les coureurs français, voilà, donc ça donnait lieu à de vives discussions à la cantine.
Il se trouve aussi donc que grâce à ce film, Bernard Stora, vous faites la connaissance de Bourvil, qui est alors au sommet de sa gloire. Oui. Personnage formidable, d'une générosité, d'une chaleur humaine. Je crois que je ne peux pas imaginer que quelqu'un n'aimait pas Bourvil. Il était très populaire. Il était très populaire en France, mais il était très populaire sur les plateaux. Oui, et d'ailleurs, il avait une particularité, il disait bonjour aux assistants et aux figurants avant de dire bonjour aux réalisateurs, parce qu'il estimait que c'était souvent les plus mal lotis du film. Oui, il était très simple, voilà, tout simplement. Il était très simple, il était resté l'homme qu'il était, qui avait grimpé les échelons à partir des foires, des kermesses de sa région d'origine, en Normandie, en étant fantaisiste. Et puis, vous allez assister à un accident, hélas, qui va se révéler dramatique. Alors, il faut que je vous raconte. Oui, c'était la femme de Bourvil, la femme de ce Jules Duroc, accablé de dettes, était Monique Tarbès, qui d'ailleurs vient de nous quitter, qui était une actrice, une fantaisiste connue à cette époque. Et elle suivait la course à bord d'un triporteur, le triporteur qui servait aux livraisons de son mari dans la vie courante. Voilà. Et elle était terrifiée par ce triporteur. Elle ne savait pas le conduire. Il tombait en panne. Elle avait toujours peur Et un jour, il est arrivé l'accident qu'elle redoutait, c'est-à-dire qu'elle n'est pas arrivée à freiner au bon moment, et donc elle est rentrée dans le peloton qui l'a précédée. Et il y a eu une chute générale, comme on en voit aujourd'hui dans les courses cyclistes, et Bourvil a été prise dans cette chute. Et on a été terrifiés pour tous les gens qui tombaient, évidemment, tous les jeunes gens qui étaient autour de lui, mais terrifiés aussi pour Bourvil, notre vedette. Bon, et finalement, il s'est relevé très courageusement. Il avait eu la chance de tomber dans un fossé, donc il était un petit peu protégé. Et il s'est relevé. Il a dit non, ne vous inquiétez pas, je vais poursuivre le tournage. Allez, mettons-nous en place, tournons ce plan. Bon, donc le tournage a repris. Mais le soir, on l'a emmené d'urgence quand même à la clinique à Valence. Nous tournions en Ardèche. Et on lui a fait des examens. Et par la suite, on a appris qu'il était malade, et la rumeur était qu'il avait été malade, si vous voulez, à la suite de cette chute. Ça avait été provoqué par cette chute. En réalité, il n'en était rien. Et d'après ce que j'en sais, au cours des examens qu'on lui a fait, on a découvert une autre maladie d'origine cancéreuse, beaucoup plus grave, et qu'il a emporté en 2 ou 3 ans. Alors, il se trouve que Bourvil donc se retrouve dans le cercle rouge en tête d'affiche, mais au départ, c'est Lino Ventura qui devait tenir ce rôle. Mais il se trouve que Jean-Pierre Melville, je reviens vers lui, s'est fâché avec Lino Ventura. Jean-Pierre Melville se fâchait avec tout le monde. Voilà. Mais c'était pas très grave, en fait. Il considérait que c'était une chose naturelle et non permanente de se fâcher. Donc il s'est fâché avec Lino Ventura, mais Lino Ventura était rancunier et en a beaucoup voulu à Melville, excusez-moi. La fin est le même, mais le début du mot n'est pas le même. Et lorsqu'il s'est agi d'honorer son contrat pour le Cercle Rouge, il a refusé catégoriquement, quelles qu'en soient les conséquences, de faire ce film. Il se trouve qu'ils se sont fâchés parce que Ventura avait joué un truand, un évadé de prison dans Le Deuxième Souffle, et que il y a un moment, sans le prévenir, Melville a accéléré la vitesse d'un train derrière lequel il courait. Voilà, c'est ce qu'on m'a raconté. Moi, j'étais pas là, mais c'est ce qu'on m'a raconté pour faire plus vrai, n'est-ce pas? Et donc ça. Il n'a pas vraiment encaissé, mais malgré tout, Ventura a accepté de faire l'Armée des Ombres, dans lequel il est absolument extraordinaire. Oui, mais ils ne se sont jamais parlé, ils se parlaient par assistant. Voilà, ils ne se sont jamais parlé. Et l'animosité de Ventura pour Melville n'a fait que se renforcer au cours du
au cours du tournage de l'Armée des Ombres. C'est la raison pour laquelle il n'a pas voulu faire le film. Il se trouve aussi qu'il s'est fâché avec d'autres personnes, à commencer par Jean-Paul Belmondo, Jean-Pierre Melville, sur le film L'aîné des fers chauds. Alors, je n'étais pas là non plus, puisque je n'ai fait qu'un seul film avec Melville, qui était Le Cercle Rouge, mais Jean-Paul Belmondo, avec qui j'ai tourné par la suite une nouvelle adaptation de L'aîné des fers chauds, m'a raconté l'histoire plusieurs fois, et en effet, Jean-Paul n'a pas supporté la façon dont Melville maltraitait Charles Vanel, qui était un comédien magnifique. Il jouait un vieux banquier dans le film. Voilà, qui était formidable, et pour lequel Belmondo avait beaucoup de respect. Donc il s'est fâché pour défendre Ventura. Si bien d'ailleurs que le tournage du film, normalement les deux comédiens devaient aller aux États-Unis, où se tournait une partie du film, et Melville, pour les punir, ne les a pas emmenés aux États-Unis. Mais c'est lui-même qui les a punis, parce que le film, je dois dire, est quand même un petit peu bancal. Oui, Belmondo, dans ces cas-là, je crois qu'il est arrivé vers Melville, il lui a jeté son chapeau pratiquement, ça aurait pu finir en pugilat, parce qu'il avait le point facile. C'était très proche du pugilat, d'après le document sonore qu'on a conservé de l'incident. Et on est passé à côté d'un duo mythique, car parmi les figurants, il y avait un candidat que Melville a refusé, qui était un jeune comédien américain qui devait jouer un figurant et qu'il n'a pas accepté. Vous savez que c'est Robert De Niro ? Ah, pas du tout. Eh ben, il se trouve que Robert De Niro a auditionné pour ce film pour jouer un figurant, amené par un autre stagiaire qui était Yves Boisset, et qu'il a été refusé par Melville en disant ce type-là fait pas américain. Oui, ben voyez, vous avez donc une idée du personnage qui était quand même tout à fait extravagant. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a eu d'autres soucis. Même avec Simone Signoret dans l'Armée des Ombres, il n'a pas été très sympa avec elle. Je sais pas, moi je l'ai vu avec Simone Signoret sur le plateau du Cercle Rouge, qui était venu nous voir sur le plateau du Cercle Rouge, qui était déjà très malade, qui faisait un petit peu de la peine parce qu'elle était profondément déprimée apparemment, et il était très respectueux pour elle. Donc je ne veux me souvenir que de cette attitude. En même temps, Melville adorait les acteurs, c'est-à-dire qu'il pouvait se fâcher avec tout le monde, mais il respectait les acteurs, Bernard Stora. Voilà, tout à fait. Il était très respectueux, non seulement des acteurs principaux, mais des petits rôles qu'il connaissait parfaitement, qu'il avait choisi un par un, et des figurants. De ce côté-là, vraiment, il n'y a rien à dire. D'ailleurs, il faisait quelquefois tourner des figurants en leur proposant un rôle au-delà de ce qui était prévu. Ah, vous avez raison. Là, il était très fort pour ça. Il savait doser exactement les figurants à qui il pouvait proposer un rôle d'une journée avec 2 répliques, et ceux auxquels peut-être il pouvait proposer 3 ou 4 jours de tournage avec plus de répliques. Il savait exactement la limite de ce qu'il pouvait demander à un petit comédien qui malheureusement ne travaillait pas beaucoup et qui était obligé d'être figurant dans les films. Ça, c'est le Melville que vous connaissez et qu'on va continuer à évoquer à travers ce cercle rouge, et la date du 13 janvier 1970. À tout de suite sur Sud Radio avec Bernard Stora. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Bernard Stora. On évoque Jean-Pierre Melville, mais surtout on évoque dans Le Cercle Rouge, ce livre chez De Noël que vous publiez, où vous racontez, on va expliquer comment tout à l'heure, les coulisses de ce film mythique. Alors, 13 janvier 1970, premier jour de tournage du Cercle Rouge. Un film, d'ailleurs, on va rappeler le scénario, parce que finalement, quelques personnes n'ont peut-être pas vu ce film, Bernard Stora. Très peu de personnes, mais quelques personnes encore, oui. Oui, car c'était un gros succès. C'est un gros succès, c'est un film qui passe très très souvent à la télévision, toujours avec un vif succès. Et le point de départ, c'est la libération anticipée d'un truand qui est joué par Alain Delon. Oui, c'est ça, tout à fait. La libération anticipée Mais vous allez raconter la suite mieux que moi. Non. En fait, oui, il va aller voir un de ses anciens copains, il va prendre de l'argent, l'autre va lui mettre un contrat sur la tête, et finalement, dans une salle de billard, Delon saisit une queue et à l'aide d'une craie rouge trace avec son procédé, c'est-à-dire l'embout, un cercle qui est rempli ensuite avant de disperser les boules. Et ce cercle est rouge, d'où l'origine du film. Tout à fait, c'est ça. Et donc le commissaire Mattei va tenter de retrouver ceux qui sont en fuite, et le commissaire Mattei, c'est Bourvil. Et quand on a proposé au départ l'idée de Bourvil à Jean-Pierre Melville, Bernard Stora, il a quand même été surpris, il a hésité.
Alors oui. Là, j'ai été témoin. C'est le moment où je suis arrivé sur le film, au mois de décembre, alors que nous devions commencer à tourner en effet, le 13 janvier, donc très peu de temps après. Et l'acteur l'acteur principal n'était toujours pas choisi. Melville ne savait pas qui allait faire le rôle du commissaire Mattei. C'est le producteur Robert Dorfman qui avait souvent travaillé pour des films avec Bourvil, entre autres pour Le Cornio et La Grande Vadrouille d'ailleurs, assez récemment, et qui a dit mais pourquoi vous ne voulez pas, vous ne laisseriez pas Bourvil, voilà. Et Melville me disait mais où Monsieur Dorfman a-t-il la tête? Enfin, quand les spectateurs vont voir arriver Bourvil en flic, ils vont avoir envie de chanter la tacatacatique du gendarme. Oui. C'est pas possible, tout le monde va rire, voilà. Donc au début, l'idée lui paraissait invraisemblable. Et puis finalement, d'une certaine façon, nécessité fait loi, et Melville s'est dit comment je peux arriver à tirer ce personnage qui, c'est vrai, en principe, n'a rien de melvillien. On parle d'univers melvillien. Bourvil, c'est presque l'opposé. C'est un personnage bonasse, c'est un personnage, un brave type, un type simple. Ça n'est pas du tout le genre de héros dont Melville avait en principe besoin. Et puis, il est tellement loin de ce qu'aurait fait Ventura. Vous voyez, il y a un monde entre les deux personnages. Donc, il fallait repenser entièrement le rôle. Donc il va le rhabiller et lui mettre un toupet. Voilà, il va le déguiser. Comme il était lui-même déguisé, il va déguiser Bourvil, et ça, c'est une invention que je trouve absolument géniale. C'est-à-dire, déjà, il va l'habiller. Le déguisement, ça commence souvent par une tenue vestimentaire. Et donc, Bourvil, qui avait toujours été habillé avec des vêtements confortables, agréables, mais vraiment très simples, tout à coup, il lui a fait faire des costumes magnifiques chez son propre tailleur, avec des étoffes venues d'Angleterre. Bon, et je me rappellerai toujours de cette image émouvante de Bourvil se regardant pour la première fois dans ce costume, dans la glace, et disant ébloui, je suis beau. Voilà. Donc, le fait de se voir beau, c'était se voir différent et déjà rentrer dans un rôle qui n'était pas proche de son véritable personnage dans la vie. Alors, à l'époque, Bourvil est malade, Bernard Stora. Bon, on ne le sait pas, mais vous en apercevez tout de suite. Mais oui, parce que c'était tout à coup, vous savez, c'est comme s'il avait été rétréci au lavage, disons. C'était terrible, hein. C'était ce personnage qui pétait de santé, pardon de l'expression, mais qui était vraiment, qui respirait la joie de vivre, la santé, un côté sportif, tout à coup était devenu étriqué. La maladie l'avait réduit à sa faiblesse, et c'était quelque chose de très triste à voir. En même temps, il va tourner les premiers jours, parce que souvent les assurances ont demandé qu'on ne le fatigue pas trop. Oui, voilà, c'est ça. On avait groupé tout son rôle dans la toute première partie du film, c'est-à-dire sur les 3 ou 4 premières semaines d'un tournage qui était assez long. Et le 17e jour, il va se passer un événement historique. La tactique du gendarme. La fin du film sur YouTube, on voit cette séquence où le spectateur chante la tactique du gendarme. C'est un moment que vous avez vécu, Bernard Stora. C'est un moment que j'ai vécu, qui a sidéré et qui à la fois fait beaucoup rire, mais aussi c'était un rire teinté d'émotion, vous voyez, de larmes presque, parce que tout à coup, cet homme qui était qui était extrêmement respectueux du metteur en scène, qui était très discipliné, tout à coup, à la fin de cette journée de tournage qui avait été très difficile, il faisait terriblement froid dans ce mois de janvier. Nous tournions dans le château en Seine-et-Marne, dans le château de Jean-Claude Brialy, et tout à coup, à la fin, il s'est lâché. Il a fait ce gag qui a fait que dans le plan qui devait être le dernier du film, pour rire, dans une deuxième prise, il s'est mis à chanter cette chanson que
que Melville redoutait tant. Et il était déchaîné, quoi, à ce moment-là. Il était déchaîné. C'est comme s'il disait, ah, il y a peut-être encore de l'espoir, va. Et Melville, lui, a laissé la caméra tourner. Voilà. Melville était stupéfait, la caméra tournait, tout le monde ne comprenait absolument pas ce qui s'est passé, puis après ça, s'est mis à rire, et la caméra tournait, Melville a oublié de dire couper, en fait. Et ce document, il l'a sorti le jour de la mort de Bourvil. Extraordinaire document, oui. Alors, il se trouve que Bourvil, c'était son dernier film, mais en même temps, il y a eu Le Mur de l'Atlantique qui est sorti après. Et il y a un autre film qu'on a totalement oublié, c'est Clodo de Georges Clerc, où il apparaît dans une image seulement, et c'est assez curieux, dans un tableau. Eh bien, écoutez, là encore, vous me surprenez par des connaissances que je n'ai pas. Alors, dans ce film, il y a aussi Alain Delon. Et là, vous avez découvert Bernard Stora, un Alain Delon, mais d'un professionnalisme total. Alors, j'ai pas tout à fait découvert parce que, comme vous le savez, j'avais fait avant, j'avais été assistant d'Henri Verneuil, co-premier assistant pour le clan des Siciliens. Et donc, j'avais découvert déjà ce personnage quand même très étrange qui était Alain Delon, qui était la discipline même, qui faisait parfaitement son métier, mais qui ne faisait que son métier d'une certaine façon, qui n'aimait pas du tout l'atmosphère de plateau, le côté camaraderie, claque dans le dos, plaisanterie de plateau, ça ne l'intéressait pas du tout. Donc il avait un comportement qui m'avait beaucoup étonné, qui faisait que, en général, il arrivait sur le plateau pour tourner, et dès qu'il avait fini, il repartait. Et il savait son texte par cœur. Ah, il savait, beaucoup de comédiens à l'époque aussi, Belmondo par exemple, c'est des comédiens très 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 disciplinés. Et puis, il a sauvé le film, car il y avait une coproduction italienne, donc un comédien italien, Gian Maria Volonté, connu pour les western spaghetti, avant d'être un comédien très plébiscité en Italie pour ses positions politiques, et il est voulu partir au milieu du film. Oui, ça n'a pas fonctionné. Vous savez, d'abord, Gian Maria Volonté avait le rôle un peu difficile d'acteur qui est choisi pour ce qu'on appelait la coproduction. Le film, il y avait de l'argent italien dans le film, donc il fallait une vedette italienne pour assurer le succès du film en Italie. Donc Melville, au fond, l'a choisi un petit peu contraint et forcé. Il fallait un acteur italien, c'était Gian Maria Volonté. Il faut vous dire qu'à l'époque, Gian Maria Volonté ces grands films qui l'ont rendu célèbre, y compris en France, n'étaient pas encore sortis dans notre pays. Sacco et Vanzetti. Voilà, ça n'était pas sorti. C'était sorti en Italie, on savait qu'il avait cette réputation, mais en France, il ne représentait pas grand-chose. À cette époque-là, et pas pour longtemps encore. Donc un jour, il décide de partir, carrément. Il n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus. Le comportement de Melville, cette atmosphère de très grande tension qu'il y avait sur le plateau tout le temps, le fait qu'il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas, qu'il y avait des techniciens ou des ouvriers qui étaient mis en cause, c'était quelque chose qui était absolument contre ses idées et ce dont il avait l'habitude en Italie, vous voyez. Donc il décide de partir et on apprend qu'il va à Orly. Voilà, tout à coup, on va chercher, j'envoie mon stagiaire chercher Gian Maria Volonté pour tourner, et le pauvre garçon, qui était d'ailleurs un garçon merveilleux, le fils de Jacques Tati, Pierre Tati, qui est mort tragiquement plus tard, et il revient affolé en disant « mais il n'est pas là, il est parti ». Il est parti où? Il est parti, vraiment parti, vous voyez. Bon. Et Delon a appris la chose, il a sauté dans sa voiture, il a foncé comme Delon savait foncer en voiture, c'était un pilote extraordinaire, et il a foncé à Orly, il est arrivé avant le départ de l'avion, il est allé rejoindre Volonté en salle d'embarquement, et il a convaincu de ne pas faire cette bêtise qui aurait été très très préjudiciable pour sa propre carrière et évidemment pour le déroulement du film. Et Yves Montand est aussi dans ce film. Il joue un personnage aussi particulier, un policier alcoolique qui a des crises d'hallucination. Et là aussi, vous avez découvert la mécanique Montand, Bernard Stora. Oui, alors Montand, vous savez, moi j'aime beaucoup, comme vous, le musical. Je n'ai pas malheureusement vos connaissances dans ce domaine, mais Montand, pour moi, c'était un personnage tout à fait merveilleux, un chanteur extraordinaire. J'admirais beaucoup, j'avais vu ses spectacles et j'ai découvert à quel point cette discipline formidable du musical, il la faisait jouer dans la conception de son personnage.
dans ce film. C'est-à-dire il avait repéré tout de suite dans le scénario 2 séquences qui étaient dans lesquelles il pouvait vraiment marquer son territoire. Donc c'était cette crise d'éthylisme et puis le moment où pendant le hold-up il arrive et c'est lui qui donne le coup de fusil où la balle va transpercer le mécanisme qui déclenche. Enfin bref, je passe les détails et donc il préparait soigneusement comme les petits sketchs qu'il faisait sur scène, vous voyez, ces 2 interventions, il y pensait longtemps à l'avance, et comme il craignait, très bizarrement, lui qui avait fait le tour du monde et qui avait eu du succès partout, craignait Melville et n'avait pas très envie de lui parler. Donc il me parlait à moi. Voilà. Et il me montrait au fur et à mesure ses découvertes pour me demander ce que j'en pensais et s'il faisait des progrès ou pas. Vous voyez, c'était très marrant. Et un jour, je crois, Bernard Stora, Montand vous a demandé de réaliser des rats en pâte d'amande. Oui, parce que donc il y avait cette scène que le public connaît bien, qui est cette scène d'éthylisme où il croit voir des bêtes, des bêtes assez répugnantes, des araignées, des serpents, etc., qui sortent d'un placard et qui l'attaquent. Et il me disait, mais oui, c'est formidable tout ça, mais tu comprends, fils, avec son accent, qui me touchait puisque moi-même je suis Marseillais. Il avait conservé cet accent et il disait, ce serait bien qu'il y ait un rat, mais un rat dont je croque la tête. Alors, fais fabriquer un rat en pâte d'amande et on me le mettra au dernier moment et je lui croquerai la tête. Alors, bon, j'étais sidéré, je me suis dit, mais c'est pas possible, est-ce qu'il est sérieux? Mais oui, il était tout à fait sérieux. Donc, j'en ai parlé à Melville, et Melville a dit, mais faites-le fabriquer, qu'il aille au bout de son idée. Et donc, quand on a vu arriver ces 2 rats, il y en avait un brun, il y en avait un blanc, et je me rappellerai toujours de ce carton à gâteau, n'est-ce pas, dans lequel il y avait les 2 rats qui étaient là, très ennuyés d'être là apparemment. Et Montand, quand je lui ai montré, a dit, peut-être c'est pas une si bonne idée. Voilà. Finalement, il était en avance sur son temps, sur le Paris d'aujourd'hui d'Hidalgo. C'est tout simplement ça. Autre date importante, la sortie de votre livre, le 17 septembre 2025. À tout de suite sur Sud Radio avec Bernard Stora. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Bernard Stora. Donc 17 septembre 2025 est sorti ce livre dans le Cercle Rouge chez De Noël où vous racontez les coulisses du tournage d'un film dont vous avez été l'assistant. Film réalisé par Jean-Pierre Melville. On va quand même écouter sa voix. Cette année, je reviens à De vieilles amours, le film policier, d'aventure, physique, avec des hommes. C'est-à-dire que Melville parlait à tous les journalistes. C'était quelque chose, presque un exercice quotidien, Bernard Stora. Ah oui, c'était une grande leçon que, si vous voulez, souvent les attachés de presse, surtout les attachés de presse qui ne sont pas très bons, ont tendance à essentiellement bloquer le contact en disant non. Voilà, leur rôle, c'est plutôt d'empêcher les contacts et de les sélectionner. En réalité, lui, il n'avait pas d'attaché de presse, mais il voyait tout le monde. Il recevait tout le monde, les grands journaux parisiens, les magazines, Paris Match, etc. Mais aussi, je cite cet exemple dans le bouquin, parce que ça m'avait frappé, je me souviendrai toujours, où est arrivé sur le plateau un garçon qui devait avoir 19 ans et qui représentait le bulletin des scouts de France de Clermont-Ferrand, vous voyez. Eh bien, il lui a préparé un fauteuil. Le garçon s'est assis à côté de lui. Il a passé toute l'après-midi sur le plateau. Vous imaginez l'article qui est sorti après. C'était, vous voyez, il collectionnait les petits cailloux et les grosses pierres, et il disait que les petits cailloux étaient importants aussi. Alors, ce livre dans le Cercle Rouge dont on parle depuis le début, finalement, il est né, Bernard Stora, parce que vous avez conservé dans vos archives des documents qui sont les feuilles de service. Le profane ne sait pas ce que c'est que les feuilles de service. Alors, les feuilles de service, c'est tout simple, c'est-à-dire sur tous les plateaux du monde, le soir du tournage,
d'une journée de tournage, on distribue l'ordre du jour, somme toute, pour le lendemain, c'est-à-dire le lieu de convocation, le lieu de tournage, les principales scènes qu'on va tourner, les heures de convocation des comédiens, etc. C'est un petit résumé qui permet à tout le monde d'abord de se retrouver au même endroit, ce qui est déjà pas mal, puisque très souvent on change de lieu dans les films, d'un jour sur l'autre, et puis que les principaux éléments, les principaux accessoires soient présents sur le plateau. Et donc, vous avez conservé ces feuilles de tournage de ce film. Racontez-nous. Voilà, je les ai conservés. En réalité, ce sont des documents qui n'ont aucune valeur en eux-mêmes. Ils sont valables le jour même, et puis après, on les roule en boule, on les jette dans la première corbeille à papier. Là, pour une raison que je ne m'explique pas vraiment, il se trouve que j'ai conservé toutes ces feuilles de service de ce film, et seulement de ce film à cette époque. Alors bon, on pourrait dire, mais c'est parce que vous aviez vu l'importance qu'aurait ce film dans l'avenir. Pas vraiment, je ne suis pas sûr que ce soit ça. Il me semble que dès le départ, je me suis dit, j'ai affaire à un personnage absolument hors du commun, quoi. Rencontrer Melville, et peut-être un jour j'aurai envie de raconter ce film. Et donc l'idée aujourd'hui vous est venue de reprendre ces feuilles et de raconter l'histoire. Voilà, j'ai trimballé ces feuilles pendant des années, puis j'étais occupé avec mes propres films, des scénarios et pas mal de choses qui m'intéressaient. En vérité, beaucoup, enfin qui étaient plus importantes à cette époque pour moi. Et puis le moment est venu où je me suis dit, ou bien je le fais maintenant, ou je le ferai jamais. Et finalement, bien encouragé, bien accompagné par mon éditrice, Dorothée Cuneo, la directrice de Noël, nous avons fait ce livre, et je crois que nous avons bien fait parce qu'il est bien reçu, il intéresse le public. Et d'autant plus que vous avez reproduit ces feuilles de service dans ce livre. Voilà, on a longtemps réfléchi, on s'est demandé si c'était une si bonne idée, qu'est-ce que les gens feraient avec ça, et très curieusement, beaucoup de lecteurs réagissent ou m'écrivent en me disant qu'ils ont lu les feuilles de la première à la dernière ligne, ce qui m'épate, mais qui finalement me fait dire que c'était pas un mauvais fil directeur pour ce livre. C'est qu'à l'époque, les feuilles sont tapées à la machine, il n'y a pas d'ordinateur. Voilà, maintenant elles sont distribuées par mail ou par SMS, mais à l'époque, elles étaient tapées tous les soirs par la secrétaire de production et renéotypées, qu'on disait. Voilà, et il y avait des annotations à la main, quelquefois, de Melville que vous ajoutez. Alors, pas de Melville, non, pour ça, mais par contre, dans le livre sont publiées, c'est émouvant, des pages de scénario corrigées de la main de Melville, vous avez raison. Oui, car Melville a écrit ce scénario, un film d'ailleurs auquel il ne croyait pas au début, Jean-Pierre Melville, Bernard Stora. Alors, je ne saurais vous le dire d'une façon aussi affirmative, mais moi, mon idée est que le scénario c'est pas ce qu'il y a de mieux dans le Cercle Rouge. Le scénario, il est relativement, je dirais pas banal, le mot serait peut-être trop fort, mais disons attendu. Voilà. Ce qui est extraordinaire, c'est ce qu'en a fait Melville. C'est la mise en scène, c'est la façon dont il a donné à chaque scène un poids qu'elle n'avait pas du tout lorsqu'on lisait les quelques lignes de la scène dans le scénario. Je crois que l'idée de départ, parce qu'il lisait tous les journaux, c'est un ancien de l'OAS qui s'échappe de la prison de Saint-Martin-de-Ré. Oui, tout à fait, c'est ça. Qu'on a recherché partout. Et ça... Oui, pour lequel on avait déclenché ce fameux plan Rex, qui fait que toutes les polices de France sont sur le coup et pratiquent la chasse à l'homme et traquent le fugitif. Et donc ce scénario, Jean-Pierre Melville l'a écrit dans son lit, et vous vous êtes souvent retrouvé au bord du lit. Oui, le lit avait une énorme importance dans la vie de Melville. C'était quelqu'un... Mais ça ne m'étonnait pas vraiment, parce que figurez-vous que j'avais un père qui aussi passait une partie de sa vie dans son lit. Antoine Blondin a écrit tous ses romans dans son lit. Eh bien, voyez-vous, donc voilà, et c'est une bonne compagnie. Et donc, effectivement, très souvent, pendant la préparation, quand j'allais voir Melville rue Génère, il était couché, il était en pyjama, le lit était jonché de journaux qu'il lisait, qu'il découpait, voilà. C'était très... Et puis, quelquefois, pendant le tournage, il me ramenait chez lui parce qu'il n'arrivait pas à dormir, donc... il avait envie de parler de son film, et un assistant est aussi là pour ça, pour écouter le metteur en scène. Et quand il arrivait, sans façon, il se mettait en pyjama et il se mettait au lit. Et moi, je m'asseyais sur le bord du lit jusqu'à
minuit, 1h, 2h du matin, là où il se rhabillait entièrement pour aller se balader sur le périphérique en construction au volant de sa voiture américaine avec la stéréo à fond et des chansons américaines qui lui plaisaient tellement. Oui, ça, on ne peut plus l'imaginer aujourd'hui, mais ça faisait partie des rituels. Pour lui, Paris, c'était New York à ce moment-là. Paris, voilà, c'était l'Amérique, c'était c'était à la fois un personnage extrêmement nostalgique et qui était fasciné par la modernité. Alors il se trouve que ce film, il y a plusieurs scènes auxquelles Melville a beaucoup travaillé, notamment il y a un cambriolage de la bijouterie Mauboussin qui fait penser à ce qui s'est passé au Louvre, et ça, Melville l'a préparé de façon très particulière, Bernard Stora. Oui, oui, il a préparé minutieusement et surtout il voulait absolument tourner là où l'action, en tout cas dans l'immeuble, dans les escaliers du véritable Mauboussin, et on nous avait refusé l'autorisation. Et donc pourtant c'était un film très important, une grosse production avec beaucoup de monde. Et on est arrivé à tourner en équipe réduite et d'une façon presque clandestine, en volant des plans, ce qui paraît inimaginable aujourd'hui. Mais Melville avait ces sortes d'intuitions et il a mené, alors là, véritablement en chef de guerre, cette opération commando. Et d'où les plans très réussis d'ailleurs de toute l'approche de la bande vers le lieu où a lieu le cambriolage. Et puis un train mythique qui est évoqué dans le film, le train bleu. Peu de gens savent aujourd'hui que ce train est né en 1922 et qu'en fait il s'appelle le train bleu parce que les voitures lits métalliques étaient bleues et or, et c'est le directeur André Noblemer qui voulait rappeler la couleur bleu foncé avec des galons d'or de son uniforme de chasseur alpin. Alors, détail merveilleux et que je ne connaissais pas. Et le train bleu, justement, est important parce que le train bleu est dans le film, mais en même temps, il fallait filmer le train bleu et avec un hélicoptère. Et à l'époque, il n'y avait pas de drone. Voilà, il n'y avait pas de drone, donc c'était assez compliqué. Les trains fascinaient Melville. Il connaissait par cœur le numéro des voitures, les moments où les voitures avaient été modifiées. Bon, et donc il avait une connaissance absolument encyclopédique de ce qui concernait les trains, et ce train bleu le fascinait. Donc effectivement, nous sommes allés voir le train bleu dans lequel nous allions tourner à la gare de Lyon, et nous en avons profité. Melville était très gourmand pour déjeuner au restaurant Le Train Bleu à la gare de Lyon, qui existe toujours. Les moyens techniques n'étaient pas ceux d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il fallait développer les pellicules, et donc il y avait pratiquement un jour d'arrêt pour vérifier si les rushs étaient valables et s'il ne fallait pas retourner la scène au départ, Bernard Stora. Voilà. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, tout le monde peut voir au fur et à mesure ce qu'on est en train de tourner grâce au numérique, et à l'époque, il fallait développer la pellicule, et on ne voyait que le lendemain soir le résultat. Donc s'il y avait eu une erreur, il fallait absolument retourner une scène ou un plan, il y avait ce délai qui était quelquefois très très contraignant. Et puis ce qu'on ne sait pas, c'est que ce film a été doublé en langue étrangère pendant le tournage. Oui, il a été beaucoup doublé parce que Melville adorait le doublage. Il était très fort pour ça et il en profitait pour modifier le dialogue, pour obtenir des effets. Et ce qu'on sait pas et qu'on a du mal à croire, que les cinéphiles ont du mal à croire, c'est que parfois, par exemple, il préférait, lui qui était un très grand cinéphile, préférait certains films américains dans la version française. Il disait, les comédiens sont excellents, Monsieur Stora, dans la version française. Je suis pas loin de préférer la version française à la version originale. Et il a fait parler Bourvil en anglais. Il l'a fait. Non, pas tout à fait. Je crois que Bourvil, dans la version qui a été exploitée aux États-Unis, a été doublé. Mais vous avez raison dans le fait que on était obligé, pour avoir le mouvement des lèvres exact, les comédiens français disait le texte anglais. Il le disait mal, il fallait les doubler ensuite, mais au moins on avait ce qu'on appelle le lipping, c'est-à-dire le mouvement exact des lèvres. Quand je dis que vous en avez vu de toutes les couleurs en étant l'assistant de Jean-Pierre Melville, Bernard Stora, je suis pas loin de la vérité parce qu'il était odieux sur le plateau. Je pense qu'aujourd'hui, il serait attaqué pour harcèlement.
Je le crains. Il avait à chaque fois la plus mauvaise équipe du monde. C'était une catastrophe. Oui, c'est très curieux. C'est très curieux. Il s'était passé exactement de la même façon sur l'Armée des Ombres, où il n'a repris quasiment personne. Pourtant, il avait des techniciens merveilleux, mais bon, c'était une... Il avait un problème avec le tournage, il détestait tourner en réalité. Il adorait écrire un scénario, il adorait monter les films, mais la période du tournage, il appelait ça la fastidieuse formalité indispensable. Ce qui est quand même curieux pour un metteur en scène. Et puis il avait un sens de l'humour, il avait une carte professionnelle tricolore qui lui a évité bien des soucis, je crois. Oui, c'était son côté enfantin. Alors comme il était membre de ce qu'on appelait la commission de censure, de contrôle des films, il avait droit à une carte barrée de tricolore. Et alors, lorsqu'il était en infraction avec sa grosse voiture américaine, il sortait sa carte au nez des flics qui se mettaient au garde à vous. Alors ça le faisait beaucoup rire. C'était son côté enfantin. Il se trouve qu'il est mort au cours d'un dîner avec Philippe Labro. On fait un gros malaise. Philippe Labro, on a toujours parlé comme son maître. Et c'est vrai que... Bernard Stahl, je crois que Jean-Pierre Melville avait prévu sa mort parce qu'il avait le même âge que son grand-père. Écoutez, il en aurait été bien capable. C'est ce qu'il a dit et c'est ce que la légende prétend en tout cas. Ben écoutez, la légende, dans le cas de Jean-Pierre Melville, légende et réalité se mêlent si étroitement qu'on a du mal à les détricoter. Vous pensiez que le Cercle Rouge deviendrait un film culte ? Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai été très surpris et je suis toujours extrêmement surpris de ce qu'est devenu ce film, ce qu'est devenu ce film dans le monde entier et par rapport aux cinéastes de tous les pays du monde. Vous voyez, comme un exemple. Non, je ne m'y attendais pas. Non, pas du tout. En tout cas, ce film vous a permis d'écrire ce livre dans le Cercle Rouge. Je conseille à celles qui nous écoutent de le lire chez De Noël et en même temps de revoir le film parce que c'est aussi un chef-d'œuvre qu'il ne faut pas manquer si on ne l'a pas vu. Tout à fait. Merci Jacques. Merci Bernard Stora. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.